Bonjour à toi, cher spectateur qui aime les créatures mythiques de la littérature comme du cinéma, et bienvenue dans la nouvelle réinterprétation par Leigh Whannell d'un des grands mythes de l'histoire du cinéma fantastique, du fantastique même de manière générale, Wolfman. L'histoire, nous allons suivre Blake et sa famille, dans lesquels il y a Ginger, sa fille, et Charlotte, sa femme, qui, suite à la confirmation concrète du décès de son père, vont retourner dans sa maison d'origine, maison dans laquelle il a grandi, mais de laquelle il est parti très rapidement lorsqu'il était plus jeune. Et là-bas, sur le chemin, il va se passer des choses qui vont les amener dans cette maison à devoir se réfugier face à ce qui semble être un animal très étrange. Restons évasifs. Essayons de rester évasifs. Le film s'appelle Wolfman. Oui, mais bon, Voilà. c'est comme l'homme invisible, quoi. C'est un peu Oui. difficile de Oui, faire un oui, film oui. où tu veux masquer que c'est un homme invisible Oui. quand, voilà. Bref. Pour en parler avec moi, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà, si c'était Léa Joubert qui avait fait Invisible Man, ça serait cohérent que ce soit Hugo Joubert qui fasse Wolfman. Tout à fait. Comment vas-tu, mon cher Hugo? Eh ben écoute, très bien, content de cette séance. Première vidéo ensemble de l'année Oui, 2025. bonne année du coup. Ah oui, oui. À tous ceux qui nous suivent. Sauf un. À lui de décider s'il se sent jugé ou pas. Non, comme je l'évoquais déjà, Leigh Whannell, son dernier grand fait d'armes cinématographique, c'était Invisible Man. Ça a tout de même 5 ans. Parce que oui, ça fait mal aux genoux, mais c'était un des films qui était sorti juste avant la crise du Covid. Ça nous rajeunit pas tout ça. Leigh Whannell est un cinéaste, moi, que je trouve de plus en plus intéressant depuis qu'il a décidé de s'émanciper complètement de James Wan. C'est-à-dire que pour beaucoup, je pense, ou en tout cas les grands adeptes de ce cinéaste et de son confrère James Wan, Leigh Whannell est indissociable de James Wan, en tout cas dans le milieu des années 2000 et le début des années 2010. C'est-à-dire qu'ensemble, ils ont vraiment conçu des films qui ont marqué, je pense, toute une génération, que ce soit Dead Silence, que ce soit forcément la saga Saw, que ce soit dans un autre registre, Insidious aussi, Oui. enfin voilà. Ils ont marqué d'une empreinte indélébile toute une génération d'adeptes de l'horreur. Et là où James Wan a décidé d'aller dans une toute autre direction en s'orientant plutôt vers l'actionneur, depuis Fast and Furious 7, Leigh Whannell, lui, choisit d'explorer l'horreur, mais de manière plus intéressante, ou en tout cas, si ce n'est plus intéressante, plus sensible en tout cas, en choisissant de réinterpréter littéralement les grands mythes du cinéma d'épouvante, de l'histoire de celui-ci depuis les années 30, puisque après L'Homme Invisible qu'il a réinterprété en 2020, il réinterprète ici le loup-garou au travers de Wolfman. Le projet avait l'air d'être particulièrement intéressant. Moi, étant un grand fan de Invisible Man, je me suis dit « Ouh, ça peut être très très bien ça, le loup-garou ». Le film a dévoilé une bande-annonce très mystérieuse, quoique pas tant que ça, puisque rien qu'au travers du titre et rien qu'au travers des quelques images, on se doutait de ce qu'on allait voir. Le film sort avec une certaine hype, on va pas se mentir. Et à partir de là, je me tourne vers toi, mon cher Hugo, et je te demande ce que tu as pensé de Wolfman. Moi aussi, je vais faire un peu le passif. Vas-y. Alors déjà, j'ai pas vu Invisible Man. Voilà, comme ça. Voilà, mettez ça de Ça c'est côté. fait. J'avais pas du tout entendu parler du film et je suis allé le voir sans avoir vu un seul extrait. C'est très bien des fois. Oui. Donc moi j'arrivais avec vraiment juste le fait que c'est un film d'horreur, donc forcément je suis intéressé. Et ça traite du mythe du loup-garou qui est mon mythe préféré, comme je l'ai dit avant qu'on aille voir le film. Sur ce, j'ai passé un très très bon moment et ça me fait grand plaisir parce que Dieu sait qu'il y a eu des adaptations de films de loup-garou au cours des nombreuses années du cinéma. Et Dieu Des sait, très bonnes. il y en a, il y en a eu. Des très bonnes, mais il y en a Et eu pas beaucoup beaucoup. trop. Il y en a eu beaucoup, il y en a eu Il y a eu beaucoup. surtout beaucoup de mauvais. Oui, ça c'est, on va dire que par découlement, je pense, le loup-garou dans la tête de beaucoup de gens, malheureusement, est un peu nanardesque, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, c'est-à-dire que la figure du loup-garou, à part le loup-garou de Londres et quelques films à gauche ou à droite où on se dit ah tiens, ça c'est intéressant comme manière de réinterpréter. Il y en a vraiment mais- très très peu, quoi. Voilà. Ça me manquait cruellement. Et là, je suis content de pouvoir ressortir du film en disant ah, j'ai vu un bon film qui parle de loup-garou et qui en parle justement. Et qui ne dérive pas dans du n'importe quoi, dans du grand guignolesque, dans du... Voilà, c'est... Je l'ai trouvé très juste. Après, il a quelques défauts dont on parlera par la suite. Mais c'est un film que je conseille d'aller voir et que j'ai apprécié fortement. Et pour beaucoup de choses, et un point en particulier, mais c'est pareil,
On l'évoquera. On l'évoquera. On l'évoquera. Non, bah, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, en fait, moi, je suis vraiment passionné de plus en plus par l'approche qu'a Leigh Whannell, en fait, du cinéma d'épouvante et d'horreur, parce que c'est une approche qui est avec une certaine logique par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le cinéma d'épouvante et d'horreur. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus dans des projets de Ari Aster ou de Robert Eggers ou des choses comme ça. Et on n'est pas non plus dans le mainstream comme peuvent faire des mecs comme Jeff Wadlow ou David F. Sandberg, où on a un peu la sensation que certes ça peut être intéressant des fois, ou des fois complètement catastrophique, et on n'a pas l'impression que ce cinéma pousse vers l'avant entre guillemets le genre tel qu'on le connaît. Et Leigh Whannell en fait a cet équilibre qui fait que je trouve, on a la sensation qu'il s'accapare des éléments de cinéma d'épouvante et d'horreur très classiques et très mainstream pour les greffer à une certaine approche qui je trouve gagne en cohérence au fur et à mesure qu'on avance dans le récit. C'est-à-dire que si on se limitait aux premières minutes, on pourrait se dire il y a une jolie intro, c'est sympa, ça place bien le décor. Et ensuite, c'est très classique, cette famille, cette ambiance. New York, les taxis. Voilà, c'est ça. Si York, même ensuite, la manière avec laquelle l'approche est abordée autour du placement des personnages, de leur évolution, de comment ça se construit. On pourrait se dire, c'est convenu, ça n'a rien de surprenant. Le schéma typique de la famille qui vit en ville et qui reçoit un courrier pour dire vous allez devoir venir dans cette maison perdue en race forêt. C'est bizarre, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu à peu près 40 millions de fois. Voilà. Et donc, pareil, comme pour le loup-garou, c'est pas forcément que des bons films. Ah non, dame Dieu, bah non. Donc c'est vrai que ça pouvait être un petit peu inquiétant quand Alors oui, l'intro est vraiment très très efficace et j'en reparlerai, mais moi elle m'a foutu dedans directement. Et c'est vrai que quand on repasse sur la ville et cette vie de famille et ce courrier qui... C'est ça, on peut se demander si Leigh Whannell va pas sombrer dans du classicisme à l'américaine qui peut vraiment être handicapant. C'est ça. Et heureusement, par la suite, Leigh Whannell va vraiment dans cette idée de vouloir surprendre le spectateur, de vouloir même l'étonner par certains aspects de conception et d'écriture qui, je trouve, sont très très bien conçus et qu'on aura l'occasion d'évoquer. Mais surtout, il y a un ton, il y a une ambiance, il y a un jeu d'épouvante et d'horreur qui, pour moi, fait du bien parce que ce n'est pas à base de « fais-moi peur ». C'est à base de crée-moi de l'attention, crée-moi de l'angoisse et laisse ça gangréner chaque pore de ce cadre pour que, à des moments, on soit littéralement en train de se demander est-ce que j'ai pris le temps de respirer il y a 5 minutes, moi? Et c'est ce que j'aime. Et c'est ce que j'aime dans le cinéma d'épouvante. C'est un peu le mécanisme, je me répète, mais j'en avais parlé dans un film qu'on avait traité tous les deux, je sais plus exactement lequel, un autre film d'horreur. Mais c'est un peu le mécanisme qu'on retrouve aujourd'hui sur internet avec les creepypasta. Enfin, qu'on retrouvait dans les années 2015-2016 avec les creepypasta, où tu regardes un truc pendant 5 minutes et au bout des 5 minutes tu fais mais j'ai pas respiré. Et là il y a exactement ce même procédé de peur qu'on retrouve un petit peu chez James Wan. Tout à fait. Qu'on retrouvait en tout cas. Ouais, voilà, qu'on retrouvait parce que maintenant on l'a un peu perdu depuis quelques années. Tous ces films là. Et là c'est amené de façon très subtile. Je repense à une scène dans la maison où il y a juste une image, enfin c'est bluffant d'efficacité, alors que c'est quelque chose qu'on a vu déjà un bon nombre de fois, mais qui est parfois très mal exploité, et là qui l'est très bien. C'est ça, mais qu'aujourd'hui on voit plus tant que ça, parce que l'objectif c'est de tellement vouloir surprendre le spectateur qu'il faut qu'il n'y ait plus de création d'angoisse. Il faut que ça soit de la peur frontale, pure et dure. On est vraiment sur de l'ambiance, on est vraiment sur limite... du Shyamalan. Ouais, par moments ça fait un peu penser à du Shyamalan. Ça me fait beaucoup penser au Village en fait. Ouais, non mais il y a des moments où il y a... rien que dans cette introduction, tu vois, j'y ai vu une influence Shyamanesque dans la manière de construire l'angoisse, de construire l'attention et de... Et le sound design. Et voilà, au-delà de ça, il y a ça, mais qu'on aura l'occasion de bien évoquer. Je te propose qu'on plonge tout de suite dans l'écriture. Donc le scénario est développé par Leigh Whannell et Corbett Tuck. Les deux, je trouve... Alors c'est surprenant parce que Leigh Whannell, les derniers films qu'il avait fait, il était tout seul. C'était lui qui réécrivait le mythe de l'homme invisible ou qui avait écrit le précédent, c'était le 3e je crois, Insidious, qui n'était pas non plus une tuerie, mais voilà, on sentait que c'était son univers et qu'il avait envie. Rome ne s'est pas fait en un jour. Exactement. Voilà. Mais donc voilà, là c'est la première fois entre guillemets qui ça colle du coup avec quelqu'un d'autre que James Wan pour concevoir un scénario. Je trouve réellement que l'écriture est l'un des gros points forts en fait de ce film parce que c'est typiquement le genre de film où on a l'impression d'être mené en bateau, on a l'impression par moments qu'on se moque de nous parce qu'on nous place des éléments qu'on a vus à l'avance, et il y a d'autres moments où on est en train de se dire c'est hyper créatif de concevoir une écriture avec autant de callbacks, de moments où on se dit il y a un élément qui est placé, on ne sait pas si ça va resservir, et de le voir au fur et à mesure que l'écriture progresse, être réutilisé ou être contrebalancé, c'est
un film qui vous démontre à quel point un bon fusil de Tchekhov correctement placé fait qu'un élément où on se dit c'est anecdotique prend beaucoup plus d'ampleur au fur et à mesure qu'on progresse dans le récit. Et moi, c'est ce que j'ai adoré en fait dans cette écriture. Je trouve que les deux scénaristes ont réellement réussi à concevoir un scénario qui fonctionne en miroir sans pour autant qu'on ait l'impression que la structure dramatique épouse cette forme de miroir. Des fois, ça peut être très cool d'avoir un film construit en miroir, dans le sens où vraiment, la première partie, c'est l'exact opposé de la deuxième, et les deux mises en perspective, ça a de l'intelligence. Mais parfois, ça fait un peu téléphoner, et on peut se dire, bon, bah, ok, si c'est cette structure-là, je sais comment ça va se passer. C'est un peu plus intelligemment fait. C'est ça, et ça a beaucoup plus de structure, parce qu'on sent que les personnages sont utilisés avec beaucoup de cohérence, on sent qu'ils sont mis en perspective les uns par rapport aux autres au fur et à mesure qu'on progresse avec de la logique, on sent que l'objectif, c'est pas uniquement de placer genre une relation conflictuelle entre un mari et une femme, et de se dire, bon voilà, c'est juste histoire de leur amener de la profondeur. En fait, c'est pas tout noir ou tout blanc. Exactement. Il y a une nuance qui se fait tout au long du film. C'est vrai qu'au début, c'est pareil, c'est ce qui m'a fait un petit peu peur. C'est cette relation père-fille, mère-fille et père-mère, où je me suis dit, oh non, ça va être trop cliché, ça va être... Et c'est un risque, hein, c'est un risque qui est présent dans le cinéma depuis tellement d'années et qui a été démontré 1000 fois. Que quand tu vas dedans, des fois, bah, c'est pas réussi du tu tout. vas droit dans le mur. Et là, voilà, c'est ça. Et là, en l'occurrence, et bah pas du tout. C'est sobre. En fait, c'est un film qui est intelligent au niveau scénaristique, avec un gros point noir. Mais je te laisse continuer, voilà, et je reviendrai à la fin de l'écriture sur le gros point noir que moi j'ai avec ce film. Bah tu peux l'évoquer tout de suite, comme ça me permettra derrière de rebondir par rapport à ça. Le loup-garou n'existe pas. Dans la méta du film, à aucun moment un personnage ne s'est dit c'est le mythe du loup-garou et en fait c'est vrai. À aucun moment il est dit. Alors si, dans la scène d'intro, très brièvement, mais c'est tout. Et à aucun moment un personnage se dit mon mari, en l'occurrence la femme ou la fille, mon père ou mon mari se transforme en loup-garou parce qu'il a été contaminé. Alors personnellement, moi ça fait partie d'un point que je te dirais pas comme noir. C'est-à-dire qu'on considère que c'est quelque chose qui est intangible, donc impossible de placer quelque chose de concret dessus, donc il n'y a pas de mots pour définir ça. C'est le gros défaut de beaucoup de films qui ont tendance à dire « Oh, il se transforme en loup-garou !» Oui, alors comment tu sais ça? Tu l'as lu où? Pourquoi? Comment? Non mais c'est un mythe qui est présent depuis mais les légendes amérindiennes, et il te le place au début du film, que c'est présent depuis les légendes amérindiennes. Mais à aucun moment on utilise le mot loup-garou. On dit gueule du loup ou même fièvre de la colline. Ce que je veux dire, c'est que ce mythe-là, qui a été déformé, reformé... Et justement, c'est intéressant de se servir plutôt de la mythologie. Toi qui en plus es fan de folklore, c'est étonnant de te voir bondir sur un élément comme ça, où justement tu avais envie d'entendre le mot loup-garou. Parce que même si c'est quelque chose auquel on ne peut pas croire, puisque irréel, surnaturel, machin, et on voit bien que la mère, en l'occurrence le personnage de la mère, est très terre-à-terre et très... Dans le réalisme, ça se sent. Même si elle ne le dit pas, ça se sent. Elle dit que c'est plutôt une fièvre, elle dit qu'il a attrapé une maladie, une infection. Le fait est, dans notre inconscient culturel, on est tous enclins à se dire à un moment... Oui, mais dans notre inconscient culturel. Si tu pars de la diégèse d'une film, si tu te dis qu'un personnage doit forcément dire à un moment « Oh, il se transforme en loup-garou », c'est pour moi la pire chose imaginable. Et c'est même devenu un truc sur lequel on se moque aujourd'hui. Je sais pas si tu te rappelles, mais moi j'ai toujours en tête cette magnifique scène de Shaun of the Dead où à un moment, tu as carrément le personnage de Nick Frost qui dit « C'est un zombie ». Mais dis pas ça! Et l'autre il fait « Quoi? Ce mot-là, zombie, ils sont pas en train de devenir comme ça ?» Mais qui s'y sont alors? Mais je sais pas, mais... Et tu vois, je trouve que c'est ça qui est cohérent. Dans un film, c'est intelligent de ne pas forcément placer la chose à laquelle on s'attendrait le plus. Et c'est ce qui m'avait beaucoup plu dans Invisible Man. C'était que Lee Whannell, il avait cette idée qu'il faut ancrer ça de manière concrète. Donc, je te le spoil pas au cas où tu n'aurais pas vu le film du coup, mais la manière avec laquelle Invisible Man est construit dans le film, c'est quelque chose qui est tangible, ce qui fait qu'à aucun moment les personnages n'ont besoin de dire « il est devenu invisible cet homme ». Et là, je trouve ça intelligent parce qu'ici, on se retrouve dans un film où toute la structure dramatique se construit autour du fait que nous, en tant que spectateurs, on sait ce que c'est un loup-garou. Mais les personnages dans leur univers, à aucun moment ça ne leur viendra en tête puisque c'est de la mythologie. C'est pas quelque chose de tangible et de concret. Même quand ils sont confrontés face au premier, ils sont encore dans un espèce de déni, même au niveau des, des réactions. C'est pas du déni, pour moi c'est juste que c'est quelque chose qui leur semble tellement irréel qu'à aucun moment ça ne leur traverse l'esprit. Quand t'es mis face à ça, je sais pas,
Là, pour moi, Hugo, vraiment, tu cherches la petite bête. Parce que si on devait rebondir sur des points noirs vraiment qui sont essentiels dans la dramaturgie, pour moi, il y a plus des trucs tangibles, genre le côté, les personnages font un petit peu trop d'aller-retour dans des lieux, ce qui fait que structure dramatique est un petit peu plombée par tous ces éléments-là. Il y a tout le fait qu'il y a des paraboles au niveau de la parentalité, au niveau de la maternité, au niveau du rapport qu'entretiennent les deux personnages qui par moments sont un poil téléphonés et font que du coup, on voit les métaphores, on voit les réflexions, on voit tout ce qui traverse les personnages et font que ça dirige leur parcours dramatique. Que moi, ça m'a gêné dans le sens où, quand tu es mis devant le fait accompli, les réactions, je les ai pas trouvées naturelles. Pour moi, si, justement, parce qu'ils cherchent de la réalité, là où nous, en tant que spectateurs, on cherche du fantastique et de la fiction. C'est ça. Je savais qu'on serait pas d'accord. Mais non, mais c'est ça qui est intéressant, justement, au sein de ce film, c'est que, paradoxalement, ce sur le quoi on va plus avoir le temps de s'attarder et de se dire, ça, c'est des petites erreurs de dramaturgie, de placement de personnages, de jeu de continuité, et où peut-être c'est ça qui déstabilise les gens, d'ailleurs, le fait qu'on soit quasiment dans un huis clos, où on est enfermé dans cette ferme, et où d'un point de vue dramatique... C'est très intéressant. Ouais, mais où d'un point de vue dramatique, du coup, les personnages se retrouvent à faire souvent des allers-retours, à passer d'un lieu à un autre, à faire des espèces de pauses qui sont par moments un poil trop télescopées, dans le sens où on sait qu'elles sont obligatoires pour placer la dramaturgie, mais du coup, il y aurait eu moyen de trouver d'autres manières de les aborder, de faire en sorte que ça fasse moins téléphoner. Et paradoxalement, tu vois, moi je trouve que ces éléments-là, c'est ce qui renforce cette dramaturgie et c'est ce qui crédibilise cet univers. Dans le sens où les personnages ne vont pas vers l'option du fantastique, ils vont vers l'option du réalisme. Qu'est-ce qui se passe si tu te fais griffer? Quelle est la première option à laquelle tu penses? Pas un loup-garou, une fièvre, une infection, quelque chose qui va transformer quelqu'un, mais qui du coup va le ronger de l'intérieur. C'est ce qui fait que de plus en plus aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, c'est pas les zombies, c'est les infectés. Parce qu'on parle d'une infection, on parle d'une maladie, on parle de quelque chose qui gangrène le corps, quelque chose qui le détruit. Et moi j'aime bien cette idée justement de construire tout un mythe autour de quelque chose où on pourrait se dire, bah c'est juste une griffure causée par une créature qu'on trouve bizarre, mais sur lesquels on n'arrive pas à poser de mots concrets, mais dans notre tête, on se dit pas, c'est un loup-garou. Parce qu'il n'y a aucun loup qui est montré, il n'y a aucune créature qui ressemblerait à un loup qui est placée, donc pourquoi appeler ça un loup-garou? Mais dans ce cas-là, pourquoi le film s'appelle Loup-garou? Parce qu'on sait, nous, en tant que spectateurs, que c'est un loup-garou, parce qu'il a un comportement de loup, etc. Mais dans la tête des gens, ça va pas être un loup-garou parce qu'ils n'ont pas vu un loup bouffer quelqu'un, ou alors le mec, il a pas littéralement une gueule de loup. C'est ça que je trouve intelligent dans ce film. Ouais, je sais pas, ça m'a... Ben après, je chipote, hein. J'ai beaucoup aimé l'écriture, et justement, cette espèce de cadre, et le fait de décider de la temporalité, j'ai trouvé ça très très intéressant. Ça se passe uniquement sur une nuit. Voilà. Ouais. Ça va faire au moment où ils arrivent dans cette forêt, dans l'Oregon, ça ne s'arrête plus. Il n'y a plus de pause, il n'y a plus de time-lapse, il n'y a plus... On est tendu, on est bloqué dans ce cadre, et on sait que le seul moyen d'en sortir, c'est d'attendre le jour. Très très intéressant, limite perturbant, mais dans le bon sens, parce que c'est pas forcément quelque chose d'habituel. On nous a habitués au saut dans le temps, dans le machin. Ah bah surtout dans le cinéma d'épouvante aujourd'hui, il faut qu'il y ait du temps qui s'écoule pour laisser la peur, entre guillemets, s'immiscer dans le quotidien et parfois faire en sorte que justement ça devienne quelque chose de cohérent par rapport aux actions des personnages. Le seul risque qu'il y avait, mais que je trouve où il n'est pas tombé dedans, c'est de faire ça, ça aurait pu empêcher une espèce de mise en place de l'ambiance. Tout à fait. Mais il y a eu la scène d'introduction, et au final, on la retrouve très bien, cette ambiance... et pour chipoter un autre détail, c'est juste qu'ils auraient pu exploiter un peu plus les forêts qui sont autour, un petit peu plus. Là, c'est vraiment moi qui chipote pour faire chier. En l'occurrence, j'ai beaucoup aimé l'écriture, j'ai trouvé très intéressante, même ces relations familiales. Moi, j'ai pas trouvé ça trop télescopé ou quoi que ce soit. Non, c'est juste pour chipoter, voilà. Mais ça m'a quand même un tout petit peu chafouiné à certains moments du film, avec certaines réactions. Ok. En termes de mise en scène, bah, en fait, tu me permets de faire un lien là directement entre l'écriture et la mise en scène, dans le sens où c'est très intelligent parce que on va l'évoquer aussi au niveau du son et au niveau du sound design qui a été travaillé sur le long métrage, mais le film est très organique. Et ça se ressent dès le logo Universal au début du film, c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un travail du son, de l'ambiance et de l'approche en fait de la mise en scène par rapport au décor dans lequel on se trouve, qui fait qu'on a un lien très concret entre les corps et la nature. Et presque par moment, on aurait la sensation que les personnages se confondent avec des éléments qui se trouvent au milieu du décor, que ça soit... Moi, il y a des éléments que j'ai trouvé assez géniaux. Bon, il y a une scène, j'ai pas trop envie de la spoiler parce que j'ai bien envie que les gens la découvrent, mais à un moment, le personnage principal va découvrir un bruit et va essayer de trouver la source de ce bruit. C'est un des exemples, parmi tant d'autres, qui démontre que Leigh Whannell a envie de nous plonger dans un film à ambiance où tout peut générer de la peur, y compris un élément qu'on aurait tendance à presque oublier, le son.
Et pourtant, dans Invisible Man déjà, le son était extraordinaire. Mais là, dès la scène d'introduction, cette espèce de scène où il traverse du coup les bois, je l'ai trouvé incroyable. C'est celle-là qui m'a beaucoup fait penser au village dans le sound design. Il y avait quand même de la similitude, cette branche qui craque, mais vraiment tout autour de nous, c'est la forêt est en vie et il n'y a pas un moment de silence en fait. Et on a presque peur en fait que ça soit la forêt qui bouffe les personnages plus que réellement une créature qui débarquerait de nulle part. Stephen King approuvait. Ah bah voilà, complètement. Mais c'est ce qui est, je trouve, passionnant avec le travail de Leigh Whannell, c'est que on sent que c'est un cinéaste qui a envie de se servir de sa mise en scène pour accompagner en fait quelque chose qui doit être beaucoup plus fort que simplement une peur. Encore une fois, on rebondit sur cette idée de peur qui doit prendre possession du cadre et non pas une peur qui va être instantanée et qui va juste marquer en une fraction de seconde et où on va se dire 10 minutes plus tard, c'était quoi déjà qui m'avait fait sursauter? Là, on va se dire à la fin du film, putain, c'est parce qu'à ce moment-là, ces personnages ils se sont retrouvés dans ce moment tendu que je me suis dit que derrière tout ce qui pouvait se passer allait me terrifier. Oui, c'est ça. Et c'est ça en fait qui me marque dans le film. Il réussit à nous perdre dans cet univers montagne, je sais pas si c'est les Rocheuses en Oregon, je suis pas sûr. C'est possible qu'il y ait des Rocheuses en Oregon. Oui. Il me semble que c'est le massif des Rocheuses qui continue. Bref, je suis pas spécialiste en géographie américaine. Oh, moi non plus. Mais en l'occurrence, dans cette espèce de décor où, quand on a lu un petit peu Stephen King, on sait que des centaines de personnes disparaissent tous les ans en se perdant dans ces forêts-là. Quand on voit déjà le carton d'introduction qui place une position où justement il s'est passé un élément comme ça, on sent que, encore une fois, Leigh Whannell, il est allé piocher des références qui lui plaisaient à gauche et à droite. Et même limite Blair Witch. Ah mais complètement, il veut chercher des trucs. Blair Witch, qu'on aime, on n'aime pas, je veux pas en discuter, on en discutera dans les commentaires. Je m'insulterai avec les gens. Enfin, je me ferai insulter par les gens. Mais ce sound design, c'est des pierres qui s'entrechoquent. C'est quelque chose qui est naturel qu'on entend quand il n'y a plus un bruit humain. Il n'y a plus une ville, une route, il y a juste... Oui, c'est ça, et ces petites branches, ces petites pierres, c'est quelque chose qui est hyper réaliste et qui, moi personnellement, me terrifie depuis Blair Witch, un léger trauma avec ce film. Je me demande pourquoi dedans. Mais trop tôt, c'était trop tôt. Mais c'est efficace à 100% et pour m'être déjà retrouvé en pleine nature, pas perdu, mais en pleine nature, sans qu'il y ait aucun bruit humain, enfin de la société, de voitures, de la civilisation tout simplement. La civilisation, c'est affligeant qu'il n'y ait pas de silence. Le silence il n'existe pas, c'est un truc qu'on a conçu pour nous et pour notre petit confort. Ah bah le silence, on va pas se mentir, c'est un fantasme. C'est quelque chose qu'on aimerait toucher du bout du doigt, mais qu'il est impossible de réellement avoir, puisque paradoxalement la nature est peut-être l'un des trucs les plus bruyants du monde. C'est ça, j'ai revu il y a pas longtemps la vidéo de Seb où il part en Patagonie. Et où il dit, putain, il n'y a pas un moment où ça s'arrête, où il y a les insectes, les branches, les mammifères un peu partout. Et c'est hyper bien retranscrit dans cette scène d'introduction déjà. Et par la suite, même dans la maison, où il y a tout qui craque, il y a des pendules, il y a des... Ah bah il y a tout qui est là en fait pour rappeler que l'horreur peut générer des angoisses qui viennent de quelque chose d'anecdotique. Oui, une aiguille d'horloge qui tourne, une araignée qui va juste marcher sur un mur, quelqu'un qui va murmurer quelque chose de loin et où on va se dire attends c'est bizarre, est-ce qu'il parle de moi ou est-ce qu'il parle d'autre chose. Et aussi un autre point, on n'a pas forcément beaucoup trop évoqué aussi, mais la mise en scène du point de vue du loup-garou, elle est... Ça, j'ai trouvé que c'était une idée vraiment formidable. C'est une vraie bonne idée parce que elle est simple, elle est très efficace et elle est très angoissante. Et elle fonctionne sur une imagerie qui, pour faire le lien avec ce que tu évoquais au début, me fait beaucoup penser à des imageries qu'on verrait sur Internet, genre de creepypasta. Vraiment, pour le coup, j'ai eu des impressions de plans où j'avais des images d'Internet qui étaient paumées de nulle part. Et ce carton d'introduction qui nous dit que c'est avant tout traité comme une maladie, et ben là ça fait très aspect maladif en fait, on voit le corps. Ça fait très grosse fièvre en fait. Oui c'est ça, on voit le corps d'un côté, mais il y a aussi les sens qui sont perturbés. Et ça on le voit rarement, même dans les films de loup-garou ou dans des films de n'importe quoi. Ou alors c'est juste un petit effet, genre on passe un filtre rouge sur... Non, ou alors c'est le goût qui change et puis ça s'arrête là, et voilà, mais ça va plus loin que ça. Et là, il y a une totalité, il y a un global qui fait que le mythe pour moi est bien traité. Oui, c'est ça. Et puis au-delà de ça, il y a un travail autour du corps et de l'approche de la transformation qui est presque réaliste même en un sens. C'est-à-dire qu'il y a même des moments où honnêtement vous allez... J'ai fermé les yeux, à un moment. Non mais il y a 2-3 moments où je pense que vous allez être un petit peu en train de faire... Si vous avez vu La Mouche ou District 9, si je vous dis ongle, voilà.
Voilà. Cette scène-là, moi, je ne peux pas. Ongles, bras, Ah non, mais ça, je m'en fous. dents. Les dents, je m'en fous. Ouais. Mais les ongles, je ne peux pas. Ah ouais, t'inquiète, je suis un peu comme toi, mais je trouve en même temps que c'est extrêmement réussi, encore une Oui. fois, parce qu'on se retrouve devant un film où littéralement, en fait, tu... Et ça, c'est un autre point que j'ai pas encore trop évoqué, parce que je gardais plus pour la mise en scène, mais je trouve que la balance du point de vue, c'est-à-dire passer d'un point de vue à un autre, même en termes de mise en scène, c'est très très bien foutu. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas du spoil, hein, mais en gros, la première partie du film, c'est vraiment, on suit le point de vue de Blake, la deuxième partie, on bascule du point de vue de Charlotte. Et je trouve que le fait d'avoir généré une affection par rapport à un personnage qui va avoir une bascule dramatique, et de se retrouver ensuite du point de vue de la personne qui va être poursuivie par ce personnage-là, c'est une super idée. Jouer sur justement un personnage qui était une proie, devient prédateur et on rebascule du côté de la proie, c'est hyper intelligent et d'un point de vue scénographie, d'un point de vue immersion et d'un point de vue effet émotionnel, ça fonctionne extrêmement bien. Oui, oui. C'est un truc de ouf. Cette espèce d'écho entre le début et la fin, sans spoiler, mais entre le début du film et la fin du film, elle est incroyable. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé dans la mise en scène, mais on a parlé du son, on a parlé du coup de la mise en scène, vraiment de l'image, la photographie et les lumières sont incroyables. Non mais oui. Vraiment. Mais cet effet de fumée, putain, vraiment, qui arrive dans les 5 premières minutes du film, vraiment, j'étais là. Putain, d'accord, c'est bon, il a tout compris, et si ce n'est pas génial, c'est très très intelligent. En fait, c'est une bonne manière de contrebalancer ce qui pourrait être un jumpscare. Oui. Pour moi, c'est une évidence dans la tête d'un cinéaste de se dire qu'est-ce qui marche plutôt que de montrer, suggérer. On est toujours dans cette idée que ce qui fait le plus peur, ça n'est pas de montrer frontalement quelque chose au spectateur, c'est de suggérer une présence qui ferait que derrière, tu peux imaginer tout et n'importe quoi. C'est ce qui fait que Les Dents de la Mer, ça fonctionne, etc. Tu parlais aussi de la mise en scène et du récit qui était vraiment organique. Là, on est complètement dedans. Ça va jusqu'à produire de la fumée, enfin de la buée ou voilà. C'est ça, ça suffit à faire peur. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et c'est totalement intelligent parce que on est face à un animal, enfin partiellement animal. Ouais. Et voilà, on se retrouve vraiment face à quelque chose, oui, qui est dans son élément déjà et qui produit cette espèce de buée. Avec ses râles, avec ce son. Oui, et puis ce son, et puis tous les bruits, les branches qui craquent sous son poids, enfin c'est même le bruit des griffures sur le bois. Qui se confondent presque avec du bois juste qui craque, enfin, c'est hyper intelligent. En fait. Si vous n'avez pas l'occasion de le voir au cinéma et que vous le verrez plus tard chez vous, mettez le son à fond. Mettez le son à fond ou mettez un casque ou quelque chose, parce que vraiment, il y a une importance cruciale dans le traitement du son par rapport à ce que ça doit impacter sur le spectateur. Et moi, c'est ce qui me marque en fait, c'est que le travail de Leigh Whannell est le même que sur Invisible Man. C'est-à-dire que là où Invisible Man traite l'homme invisible comme un personnage qui est tellement ancré dans le système par rapport aux paraboles qui sont évoquées dans le film, que du coup il devient une espèce de masse informe, impossible à distinguer dans une société où justement ils se font parfaitement dans la masse. Ici, c'est ça, mais avec la forêt. La créature ne devient plus quelque chose qui est une difformité de l'être humain, ça devient quelque chose qui se relie à la nature et qui littéralement épouse les sons de la nature. C'est pour ça que j'ai trouvé le film intelligent aussi. Comme je te disais, c'est mon mythe préféré là pour le coup vraiment. Et j'en ai lu beaucoup de textes, pas forcément du côté amérindien, mais plus du côté européen et européen majoritairement, mais déjà en Europe il y en a 40 européen et occidental peut-être. Oui, c'est ça, dire, mais vraiment c'est très différent. Et là en l'occurrence, ça respecte ce mythe que le loup-garou fait partie, oui, de la nature finalement et de cette espèce d'environnement. Il rejoint complètement cet environnement. Enfin, complètement. Je l'ai trouvé vraiment excellent à ce niveau-là. Ah ouais, non, mais c'est vraiment c'était ma plus grosse crainte. Je te comprends. En termes de casting, il y a vraiment des sacrées gueules de cinoche qui ont été recrutées sur son métrage et il y a très peu d'acteurs. C'est bon de le préciser, il y a vraiment très peu d'acteurs. Dans les rôles vraiment tertiaires, on a Benedict Hardy qui joue donc Dan, si je ne dis pas de bêtises, le pote là de Blake qui retrouve avec un fusil juste avant de rentrer chez lui. C'est vraiment anecdotique. C'est vraiment anecdotique. On a Sam Yeager qui joue donc Grady, donc le père de Blake, qui est vraiment très efficace dans la scène d'introduction. Vraiment très bon, il est assez impressionnant et il a vraiment une belle posture et je trouve que ça fonctionne très bien. Matilda Firth joue Ginger, la fille donc de Blake et de Charlotte, qui est vraiment excellente. Dieu sait qu'encore une fois, ça peut être compliqué les enfants dans les films d'épouvante et d'horreur parce qu'ils peuvent soit devenir insupportables, soit pas du tout devenir intéressants parce qu'ils vont pas avoir la bonne réaction, le bon impact dramatique par rapport à tout ce qui se déroule devant eux. Matilda Firth a vraiment la très belle manière d'interpréter le personnage avec beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur et jamais un côté horripilant de hurler. Une incompréhension mais qui est
très justement jouée parce que elle est complètement dépassée par ce qui se passe et elle le joue vraiment bien. Oui, complètement. Complètement. Julia Gardner qui joue donc Charlotte est vraiment magistrale Adoré, aussi. adoré, Je la trouve franchement. hyper efficace et très juste. Et Christopher Abbott, que j'ai tendance à appeler le Jon Snow low cost ou le Kit Harington low cost. Moi, il me fait beaucoup penser à l'acteur du Punisher, mais le dernier Punisher, enfin la série. Ah, John Bertal. Oui, Oui, il y a un peu de ça. Il y a un hein, mix entre il y a un Kit peu de Harington ça. et John Bertal, ouais. Non mais lui, pour le coup, moi c'est un acteur avec lequel j'ai un peu de mal parce que je trouve que des fois il est pas forcément très juste. Et dernièrement, moi j'avais beaucoup aimé dans Possessor, qui était le film du fils Cronenberg, que j'avais trouvé vraiment cool. Et lui, pour le coup, ressortait vraiment. Et là, je trouve qu'il a vraiment une très belle évolution au fur et à mesure que le film avance. Mais tout comme à mettre en parallèle avec Julia Gardner, qui, pour le coup, les deux s'équilibrent très bien dans le sens où ils ont une approche très différente du personnage entre leurs deux gestes d'interprétation. Et pour autant, je trouve qu'ils ont tous les deux la bonne mesure pour les rendre impactants, touchants et jamais être dans l'extrême. C'est vrai qu'il a un rôle pas évident, parce que comme tu disais tout à l'heure, il passe de proie à Après prédateur. Et je trouve que ce switch qu'il a, il le fait vraiment très bien. Ouais. Si ce n'est pas quasiment parfaitement. Oh, je pense que tu peux utiliser le mot parfait quand même. Pour certaines scènes, c'est vraiment il y a un espèce hallucinant. de switch, alors que c'est d'abord la proie de son père, puisque son père, il doit l'appeler chef, voilà. Monsieur, Sir. Il est perdu dans cette espèce de masse et il subit ce qui se passe. Ensuite, ça se voit qu'il n'est pas dans son élément naturel en pleine ville, il est noyé dans cette masse et tout. Et au final, au moment où il se retrouve dans la forêt, il switch, il redevient une partie de la nature aussi, je pense. C'est ça. Et oui, c'est difficile à interpréter, je pense, en tant qu'acteur, et pourtant il arrive très très bien à le faire. C'est ça, c'est un très espèce d'appel de la nature auquel il répond et qu'il intègre parfaitement dans son jeu. Et c'est une réussite, oui, en tout point, quoi. Ah oui, clairement, clairement. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens de Wolfman, mon cher Hugo? Eh ben, un très très bon moment passé. J'aimerais qu'il y ait plus de films comme ça sur les loups-garous. Oh, même sur les créatures fantastiques de manière oui, générale oui, aussi. oui, Hein. oui. Clairement, il faudrait traiter en fait le cinéma mythique et mystique dans le sens vraiment le plus pur de ces créatures, avec autant de pudeur, de justesse et de crédibilité que veulent faire les One Man. Si moi aussi je peux faire un souhait, je sais pas à qui on s'adresse, mais si moi aussi je peux faire un souhait, ce serait de traiter le mythe du loup-garou différemment, parce que là, au cinéma, on l'a quand même majoritairement, voire quasi exclusivement, par une malédiction ou une maladie. Ou une carte piochée dans un jeu. Non, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Mais parce que quelqu'un a été mordu, contaminé et tout, alors qu'il y a tellement d'autres facettes du mythe du loup-garou. Voilà, je lance un appel si quelqu'un a un peu de budget. Il y a d'autres adaptations à faire du mythe du loup-garou qui seraient super intéressantes. C'est ça. Mais en tout cas, celui-là, pour le coup, je te soutiens. C'est vraiment un très bon film. On vous conseille vraiment de le voir en salle parce que pour le coup, l'expérience tranche radicalement avec ce qu'on pourrait... Enfin, c'est comme pour Invisible Man, il y a une telle approche, une telle sensibilité d'auteur et de cinéaste, et une telle envie à la fois de vouloir s'approprier le mythe et en même temps de juste passionner les fans d'horreur, que tous ces éléments-là réunis font que c'est vraiment une expérience cinématographique qui, en salle, est décuplée, a encore plus d'impact, de puissance et de générosité. Et rien que pour tout ça, en fait, le Wolfman de Leigh Whannell est vraiment à voir en salle. Et c'est au-delà de ça, vraiment un film à voir. Voilà. Et vraiment un film à voir tout court parce que c'est vraiment un bon film d'horreur, c'est un bon film fantastique, c'est un bon thriller, ça prend aux tripes, ça lâche pas, il y a des maladresses, mais ces maladresses sont vraiment éclipsées par toutes les qualités globales du film. Oui, quand même. J'ai pu râler un petit peu au niveau de l'écriture, mais c'était vraiment du chipotage parce qu'en soi, j'ai passé vraiment un très très bon moment et je regrette pas du tout. J'y allais avec un petit peu d'appréhension au vu de malheureusement le passif qu'a le loup-garou au cinéma et j'en ressors vraiment content. Gardez ces mots en tête. Oui. C'est ces mots en tête qu'il faut garder. Merci mon cher Hugo. Merci à toi. Je crois qu'on se retrouve pour du King dans pas longtemps. Oui. Et là il est content. D'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. A plus. Moi j'aurais dit très bel hommage à Saw. Le coup du pied. Oui. Très bel hommage à Saw. Très bel hommage à Saw. Franchement, Leigh Whannell. J'ai pas râlé, mais les gens qui mettent 4 tonnes de parfum pour aller au cinéma, franchement, à un moment, ça m'a sorti de la séance, tellement ça sentait. Je suis dans l'ambiance forêt, sauvage, j'ai envie que ça sente la terre mouillée et les feuilles mortes, et ça puait le parfum, ta mère!